Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons aborder le sujet des bases vectorielles. Ce sera vraiment juste une petite capsule d'introduction, on n'ira pas très loin dans ce sujet-là. C'est notre dernier sujet de vecteurs. Mais ce qui est surtout très important, c'est d'avant de parler de bases vectorielles, il faut maîtriser le sujet des combinaisons linéaires. Alors, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à regarder la capsule portant sur les combinaisons linéaires que j'ai faite et je vais mettre le lien dans la description de cette présente capsule. Alors, quand vous serez au cégep, vous allez aborder la question des bases vectorielles beaucoup plus en détail, beaucoup plus en profondeur. Nous, on va définir le concept et on va faire quelques petits exercices. Alors, j'en suis à la définition. Deux vecteurs qui peuvent engendrer n'importe quel vecteur du plan par combinaison linéaire constituent une base vectorielle. Alors, bon, en passant, on voit que constitue est au pluriel parce que le sujet de la phrase, c'est deux vecteurs. Alors, fondamentalement, une base vectorielle, c'est un ensemble de deux vecteurs qu'on peut utiliser pour créer n'importe quel autre vecteur du plan par combinaison linéaire. Alors, pour constituer une base vectorielle, évidemment, les deux vecteurs ne doivent pas être colinéaires. Et bien entendu, ils ne doivent pas être nuls non plus. Deux vecteurs nuls ne pourront jamais constituer une base vectorielle. D'abord, pourquoi les vecteurs ne doivent pas être colinéaires? C'est parce qu'on l'a vu dans la capsule précédente. À partir du moment où est-ce qu'on a deux vecteurs colinéaires, on ne peut pas les utiliser pour créer des combinaisons linéaires parce qu'on a besoin d'avoir un changement de direction possible. Alors, finalement, une base vectorielle doit être deux vecteurs. En fait, pour former une base vectorielle, deux vecteurs doivent être non colinéaires. À ce moment-là, il y a des combinaisons linéaires possibles et donc, mes deux vecteurs forment ce qu'on appelle une base vectorielle. Et bien entendu, on pourrait se poser la question, combien existe-t-il de bases vectorielles? Est-ce qu'il y en a un nombre limité? Eh bien non, il y en a une infinité. Alors, il existe une infinité de bases vectorielles. Bien entendu, il y en a qui sont plus commodes que d'autres. Et la base vectorielle la plus intéressante, la plus couramment utilisée et la plus naturelle également à utiliser, c'est la base formée par les vecteurs qu'on appelle I et J. Alors ça, c'est bien important de se rappeler de ça. Les vecteurs I et J, ce sont les vecteurs qui sont les plus commodes à utiliser pour en termes de base vectorielle. Parce que le vecteur I, c'est le vecteur 1, 0. Donc, c'est un vecteur unitaire qui est orienté à 0 degré, okay, et de longueur 1. C'est un vecteur unitaire, donc on se rappelle de cette définition-là. Et le vecteur J, c'est le vecteur qui est de longueur 1, orienté à 90 degrés. Donc, vecteur I et J. Alors, I comme ça et J comme ceci. Et évidemment, c'est ce qui est le plus intéressant comme base vectorielle parce que dans le fond, c'est exactement le pas de graduation naturelle des axes du plan cartésien. Alors, ça suit les axes et ça suit le pas de graduation. Alors, bien entendu, c'est cette base-là qui est la plus couramment utilisée, la plus intéressante. Et les lettres I et J ne sont pas des lettres que j'ai choisies par hasard pour cette capsule. Sachez que par convention, ces vecteurs-là unitaires qui sont 1, 0 et 0, 1 s'appellent I et J. Okay? C'est une convention, mon Dieu, je ne dirais pas planétaire, là, mais c'est vraiment en maths des lettres qui sont consacrées. Le vecteur I et le vecteur J, ce sont toujours ces deux vecteurs-là. Et en particulier, une base vectorielle dont les vecteurs sont unitaires et orthogonaux, par exemple I et J, justement, est dite orthonormée. Alors, c'est important de connaître ce mot de vocabulaire-là parce que c'est un mot qui revient souvent. Donc, pour qu'une base vectorielle soit orthonormée, les deux vecteurs qui la constituent doivent être unitaires et orthogonaux entre eux. En passant, il n'y a pas que I et J qui sont unitaires et orthogonaux. On pourrait imaginer deux vecteurs unitaires aussi qui sont perpendiculaires entre eux, orientés dans d'autres orientations que 0 et 90 degrés. Okay? Il y en a une infinité, en fait. Alors, mais bref, nous, ce qui nous intéresse le plus actuellement, c'est I et J.
Premier exercice, exprimer les vecteurs représentés comme une combinaison linéaire de I et J. Alors, le vecteur U, par exemple, qui est dans le plan cartésien ici, on voit que ses composantes orthogonales sont plus 3 et plus 4. Donc, ses composantes sont 3 et 4. Donc, dans le fond, c'est 3 fois le vecteur I et 4 fois le vecteur J. Alors, je vais écrire 3I plus 4J. C'est une combinaison linéaire de I et J pour engendrer le vecteur U. Le vecteur V, qui pointe dans la direction du deuxième cadran, moins 5 comme composante horizontale, 2 comme composante verticale, donc moins 5 fois le vecteur I, plus 2 fois le vecteur J. Donc, dans le fond, ce dont on se rend compte, c'est que c'est très commode d'utiliser I et J parce que les composantes orthogonales de chacun de mes vecteurs deviennent les coefficients de la combinaison linéaire. Alors, c'est vraiment, vraiment ce qu'il y a de plus naturel à utiliser comme base vectorielle. Le vecteur W, qui est ici, alors à ce moment-là, ben, lui, ses composantes orthogonales, c'est moins 4, moins 2, donc moins 4i moins 2j. Le vecteur S, qui est ici, alors, composante orthogonale de plus 5, moins 3, donc 5i moins 3j. Et le vecteur t, ben lui, on le voit peut-être un petit peu moins à l'écran, on le voit peut-être un peu moins bien. Alors, composante horizontale nulle, composante verticale de moins 4. Donc, je pourrais écrire simplement moins 4j, mais on me demande d'exprimer ces vecteurs-là à l'aide d'une combinaison linéaire de i et j. Donc, je vais quand même avoir le souci d'écrire 0i moins 4j. Même si algébriquement, écrire 0i, ça n'a pas d'impact. Bon, voilà. Alors, premier exercice. Un exercice suivant. Exprimer un vecteur W comme une combinaison linéaire de I et J, sachant que le vecteur U a les composantes 4, moins 3 et le vecteur V a moins 2, 3 comme composantes. Donc, voilà. Faisons le premier, par exemple. Alors, le vecteur W, va être 2 fois le vecteur U, dont les composantes sont 4, moins 3, plus 3 fois le vecteur moins 2, 3. Alors, on sait comment opérer tout ça. On va distribuer les scalaires sur les courbes de composantes. Donc, 8 moins 6 plus moins 6, 9. On additionne nos vecteurs. Donc, le vecteur W sera le vecteur 2, 3. Et on voulait définir le vecteur W, ou l'exprimer plutôt, comme une combinaison linéaire de I et J. Donc, le vecteur W, c'est 2 fois le vecteur I plus 3 fois le vecteur J. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'exercices qui se ressemblent ici un peu plus loin. Exercice 7. Par exemple, les vecteurs 1, 0 et 1, 1 forment-ils une base vectorielle? Justifiez votre réponse. Donc, je vous laisse peut-être un petit 30 secondes pour y réfléchir. Mettez la vidéo sur pause. Je reprends. Alors, oui, ils forment une base vectorielle. Comment on fait pour le savoir? Ben, on a simplement besoin de vérifier s'ils sont colinéaires. Alors, on sait comment vérifier si des vecteurs sont colinéaires, c'est-à-dire si le rapport des composantes verticale sur horizontale est le même. Donc ici, 0 sur 1 n'est pas égal à 1 sur 1. Autrement dit, mes vecteurs n'ont pas la même pente. Donc, ils ne sont pas colinéaires. Donc, ils forment une base vectorielle. Alors, oui, car ils ne sont pas colinéaires.
Bon, maintenant, on pourrait pousser la question un peu plus loin. Est-ce qu'on pourrait se demander, est-ce que c'est une base vectorielle orthonormée? Alors, il faudrait vérifier si les deux vecteurs sont unitaires et si, en plus de ça, ils sont perpendiculaires entre eux. Alors, ben, c'est facile de répondre à cette question-là. Le premier vecteur 1, 0, ben, c'est le vecteur i. Alors oui, on sait qu'il est unitaire, ça va. Mais le vecteur 1, 1, d'abord, il n'est pas unitaire puisque sa norme vaut racine carrée de 2. Donc, il n'est pas unitaire. Et ces deux vecteurs-là, de toute façon, ne sont pas orthogonaux entre eux. Alors, le vecteur 1, 1, lui, il n'est pas orthogonal au vecteur 1, 0. Le vecteur 1, 0, il est comme ça, et le vecteur 1, 1, il serait plutôt comme ça ici. Alors, ce n'est pas une base orthonormée. Dernier petit exercice. Dans la série des exercices récapitulatifs un peu plus loin, on vous demande vrai ou faux. Les vecteurs R1, 1 et S-1, 1 forment une base vectorielle orthonormée. Alors, il faudrait vérifier leurs normes et leur pente, mais ici, encore une fois, tout de suite, on voit que les normes ne valent pas 1. Alors, un peu comme dans l'exemple précédent, si je calcule la norme du vecteur R, je vais la calculer de façon plus explicite que tout à l'heure lorsque je l'ai simplement dit. Alors, on sait que c'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes, donc 1 au carré plus 1 au carré, ce qui donne racine de 2. Donc, à partir du moment où j'ai une norme qui n'est pas de 1, ça veut dire que mes vecteurs auraient beau être perpendiculaires, ça ne sera pas une base vectorielle orthonormée puisqu'ils doivent avoir une norme de 1. Donc, je n'ai même pas besoin de faire la vérification avec S. Alors, cette affirmation est fausse. Alors voilà, c'était quelques petits exercices de base au sujet des bases vectorielles. Donc, voilà, ça complète notre chapitre de vecteurs. Merci.